Et bonjour Mariam. Bonjour Rachid. Vous avez donc lu la presse pour nous, et d'abord la presse marocaine qui nous dit que le royaume, qui se demande en tout cas si le royaume doit ou non développer une économie dédiée aux personnes âgées. Il est peut-être effectivement temps de se poser cette question, peut-être un peu difficile, mais aujourd'hui la situation est telle que face à la démographie qui est vieillissante et le modèle familial qui évolue, eh bien aujourd'hui la question se pose, qui pour s'occuper de nos seniors? Une question qui peut sembler précoce ou perturber notre système de valeurs, mais telle qu'elle nous indique aujourd'hui, en tant que dans les personnes qui sont en situation de troisième âge aujourd'hui, ont principalement la famille comme assurance par défaut. Pour cause tout simplement un système de protection sociale encore inadapté et des pensions de retraite bien insuffisantes. Des réformes donc sont particulièrement attendues car d'ici 2040, près de 20% de la population aura plus de 60 ans contre 13,8 aujourd'hui. Et parmi les réformes qui sont très attendues, celle des pensions de retraite. D'ailleurs, la quotidienne nous indique, le prochain article nous indique que c'est un sujet qui est assez central, en particulier en amont des prochaines législatives, car justement aujourd'hui il faut trouver, comme le rappelle l'article, une balance entre ce ratio, le ratio entre les retraités et les jeunes actifs. En 1986, ils étaient de 12 pour 1, mais aujourd'hui ils ne sont plus que 1,7, ce qui impacte nécessairement le niveau des caisses de retraite. Donc, rappelle l'article, plusieurs pistes ont été proposées, comme repousser l'âge de la retraite à 65 ans, augmenter les cotisations, voire revoir le calcul des pensions. Mais ce sont aujourd'hui des idées qui sont confrontées à une très forte opposition des syndicats qui refusent de toucher à leurs acquis. Mais derrière le vieillissement de la population, c'est toute l'organisation de la société marocaine qui est en train de changer. D'ailleurs, le 360 essaie de revenir encore une fois sur cette étude du HCP concernant la famille marocaine qui aborde évidemment la question de la réticence au mariage, le recul des familles élargies et la baisse de la fécondité. Mais il revient en particulier sur un élément clé. 73% des ménages sont aujourd'hui des familles nucléaires, c'est-à-dire qu'il y a un peu moins de solidarité familiale automatique. Il est donc nécessaire de penser à développer ce qu'on appelle l'industrie du care ou encore la silver economy, c'est-à-dire une économie dédiée au troisième âge qui paraît aujourd'hui inévitable et qui permettrait, d'après l'article, pourquoi pas de proposer de meilleurs soins aux seniors ou aussi de créer de nouveaux emplois. En somme, le vieillissement de la population, nous le savons, c'est un défi démographique qui peut être transformé en levier économique, même si ces transformations interrogent l'évolution de nos systèmes de valeurs. Oui, enfin, avoir les cheveux gris, c'est pas forcément le troisième âge. Absolument pas. La presse internationale, cette fois, qui s'intéresse aussi au Mali, qui a été la cible d'attaques terroristes majeures ce week-end. Et ça a lieu principalement ce samedi, donc ce week-end, avec des attaques terroristes coordonnées et simultanées entre le JNIM affilié à Al-Qaïda et la rébellion Touareg séparatiste, un ensemble de groupes armés qui ont agi de manière coordonnée, le rappelle la BBC. Et donc, ces groupes armés ont d'abord commencé leurs premières attaques au niveau en périphérie de la ville de Bamako, c'est la capitale malienne, dans la ville de Kati. À 5h du matin, des tirs et des explosions ont été entendus dans la ville de Kati. Et rappelons-le, c'est un site militaire assez stratégique. Et donc, c'est une attaque, rappelle l'article, qui a été rapidement neutralisée par l'armée malienne en quelques heures seulement. Mais les attaques ont également touché la ville de Sévaré, la ville de Mopti, qui sont un petit peu plus au nord, mais également Gao et Kidal dans le nord du Mali. Donc des attaques, on l'a rappelé, rappelons-le, simultanées, mais l'armée malienne s'est quand même largement déployée, a été très active sur le territoire et elle affirme aujourd'hui contrôler la situation. Mais rappelons-le également, les autorités ont instauré un couvre-feu de 72 heures à Bamako qui peut être prolongé pour justement protéger les civils et éviter des victimes dont le bilan aujourd'hui reste encore provisoire, mais où il a été confirmé que le ministre de la Défense générale du corps d'armée, Sadio Kamara, a malheureusement perdu la vie. Des attaques qui ont également provoqué des réactions en cascade dans le monde entier. Et d'ailleurs, TRT français nous revient sur cette position, cette déclaration du secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, qui condamne également ces attaques terroristes et qui appelle en particulier à une réponse internationale. À ces condamnations s'ajoute évidemment celle de la CEDEAO, de l'Union africaine, de l'Union européenne, des États-Unis, mais aussi deux pays de la région. Quant à l'AES, elle accuse des attaques planifiées contre le Mali et salue en particulier la riposte de l'armée malienne, des attaques qualifiées de barbares
barbare et inhumaine qui vise à terroriser, à traumatiser les populations civiles. C'est donc une situation qui ouvre la voie à des réponses qui dépassent le cadre régional. Et c'est donc un contexte, pourquoi pas, où le Maroc pourrait jouer un rôle stratégique. La vérité revient justement sur cette stratégie gagnant-gagnant où le Maroc pourrait jouer un rôle particulier dans cette instabilité au Sahel. Un article qui rappelle justement que le Maroc et le Mali ont des liens historiques qui reposent sur plusieurs piliers, humains évidemment, mais aussi diplomatiques, religieux, économiques et sécuritaires. Et justement, l'expérience militaire du Maroc pourrait être un atout pour l'effort de guerre dans lequel s'inscrit le Mali. La sécurité donc, de ce pays proche du Maroc, un pays ami, est au cœur de la stabilité de la région. Car quelles seraient justement les conséquences sur l'Afrique de l'Ouest si le Mali vacille, et c'est une question qui est posée justement à travers Africa News, à Ali Younting, qui est fondateur de l'ONG Africa Jom Center, qui répond justement et qui dit, je cite, si le Mali tombe, c'est tout le Sahel qui va suivre avec des répercussions incalculables. En somme, une situation où tous les partenaires du Mali doivent faire front face à cette crise qui est justement la crise de toute la région, voire de tout un continent. Les conséquences sociales de l'addiction aux réseaux sociaux fait aussi parler les journaux ce matin. Évidemment, Rachid. Et d'ailleurs, et si demain, avec une question très importante de la presse, et si demain l'addiction des réseaux sociaux devenait un problème de pauvres? C'est une analyse de Financial Times qui est relayée justement par Slate, qui fait ce constat, mais qui fait surtout un parallèle inattendu avec la cigarette, car, rappelle l'article, aux États-Unis, 13% des adultes étaient fumeurs en 2020, contre plus de 50% au milieu du XXe siècle. Alors pourquoi est-ce qu'on fait le parallèle avec la cigarette? Car les populations les plus riches auraient plus accès à l'information et de meilleurs soins qui limiteraient leur consommation. Donc le résultat aujourd'hui de cette consommation de cigarettes, on le voit aux États-Unis, elle expliquerait la moitié de l'écart d'espérance de vie entre les riches et les pauvres, une inégalité de santé, rappelle l'article, qui pourrait se creuser aussi à cause des réseaux sociaux, car aujourd'hui tout le monde en fait usage, c'est un usage massif, toutes les classes sociales confondues, mais demain justement ça pourrait être aussi la cause d'une fracture sociale possible, à l'image de ce qu'on a connu avec la cigarette. C'est également une dépendance au numérique qui dépasse même, disons-le, les réseaux sociaux, et d'ailleurs le Parisien revient sur justement, nous ramène un petit peu dans le temps avec cette panne qui a eu lieu moins d'une semaine et qui a duré 2 heures et qui a touché les principaux outils d'intelligence artificielle comme ChatGPT ou encore Gemini ou Claude. C'est une pause forcée qui a, comme le titre Le Parisien, permis à certains de redécouvrir leur cerveau ou bien tout simplement de se rappeler qu'ils avaient un cerveau. Et ce que ça révèle surtout, c'est que l'IA aujourd'hui est devenue un outil indispensable qui est utilisé un petit peu tout le temps dans notre vie quotidienne, dans notre vie professionnelle. Et c'est donc un risque important, un risque qui peut causer une perte d'autonomie temporaire, qui peut provoquer justement une difficulté à revenir à des méthodes sans IA et donc créer justement une nouvelle forme de dépendance. Car justement, on pense souvent que ces addictions viennent des réseaux sociaux et non, nous dit la professeure Davis Ridar dans The Guardian. En effet, elle nous explique que même sans Instagram, sans TikTok, sans tous ces réseaux sociaux, nos téléphones seuls peuvent continuer à impacter profondément notre santé mentale. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, la communication digitale est devenue une norme. Aujourd'hui, on est joignable tout le temps par message, par mail, et on est donc dans une logique de disponibilité permanente où le cerveau ne décroche jamais. Résultat, fatigue mentale, surcharge cognitive, et ce paradoxe, on n'a jamais été aussi connecté, on ne s'est jamais senti aussi seul, clôture l'article. Mais justement, comment faire face à ces dépendances qu'on ne perçoit même pas encore vraiment aujourd'hui comme telles? Doit-on les traiter comme celles que l'on connaît déjà, les drogues dures qui font des ravages assez importants? Et d'ailleurs, le 360 Afrique revient sur cette caravane qui a lieu aujourd'hui, qui se promène aujourd'hui dans les rues de Libreville et qui essaie justement de proposer un accompagnement aux lycéens par rapport à leur santé mentale qui est en dégradation aujourd'hui à cause de dépression, de stress ou encore d'addiction. C'est beaucoup de jeunes aujourd'hui qu'on le ressent comme étant plus isolés, tristes, parfois agressifs, et pour cause la multiplication de signes de détresse
psychologique avec un facteur qui les exacerbe, eh bien, la prolifération de drogue en milieu scolaire. Mais le premier pas pour s'en sortir, c'est justement prendre conscience de la situation, comme l'indique une élève. Elle dit que d'en parler, de se confier, eh bien, c'est mieux que de rester dans sa bulle, car le tout, eh bien, c'est la communication. Nous sommes aujourd'hui, Mariam, le lundi 27 avril 2026. Quel autre 27 avril avez-vous retenu dans l'histoire? Alors, je vais vous raconter l'histoire d'un nom, un nom que l'on connaît bien et qui est le nom d'un point névralgique dans notre géographie. Ce n'est pas le détroit d'Ormuz, Rachid, c'est le détroit de Gibraltar. Nous sommes le 27 avril 711 et cette nuit-là, un homme suivi de ses troupes traverse un détroit entre le Maroc et l'Espagne. Cet homme, c'est Tariq Mziyad, envoyé par Moussa ibn Nosal, gouverneur omeyyade. Il débarque donc avec environ 12 000 hommes pour lancer une conquête qui va tout changer, car à cette époque, l'Andalousie est fragilisée. Le royaume wisigoth dirigé par le roi Roderick vacille jusqu'à la bataille de Guadalete le 18 juillet 711, qui fera qu'en moins de 2 ans, eh bien, presque toute la péninsule passe sous contrôle d'un État musulman en Andalousie. Mais ce qui reste surtout de cette conquête, c'est un nom. L'endroit où Tariq Mziyad a débarqué, c'est une montagne rocheuse qui domine la mer et qui est appelée Jabal Tariq, la montagne de Tariq. Avec le temps, ce nom a évolué pour ne devenir qu'un Gibraltar, mais en arabe, il reste bien sûr fidèle à son origine. Et c'est ça, la puissance des cours d'histoire, surtout le lundi matin, qui permettent de comprendre l'origine des mots qui nous racontent de nouveau ces moments de bascule et les figures qui les ont portés. Merci beaucoup, Mariam Kokaïna.